Cela devrait marcher. Bonne conférence, Annie. Merci à tous et à toutes. Merci d'être venus ce soir et merci à ceux qui sont derrière leurs écrans. Je voudrais peut-être dédier cette soirée à Agnès Piquet, qui vient de nous quitter à l'âge respectable de 100 ans et quelques mois. Et Agnès Piquet, que certains d'entre vous ont peut-être connue, a dédié toute sa vie à la recherche sur les terres cuites, pas celle dont je vais vous parler, mais enfin, là, je dois dire que elle nous a quittés il y a juste quelques jours. Alors, Ah, peut-être que si, c'est peut-être comme ça. Et comme ça, est-ce que c'est mieux? Alors, est-ce qu'il marche d'abord? Il n'est pas branché. Attends. Non. Si, ça fait un petit. J'ai appuyé là. Ah oui, tu as appuyé là? Et ça... Alors, parce que je n'ai pas une voix standard. on dirait qu'il marche. Bon, on dirait qu'il marche. Alors, sur les figurines de terre cuite, eh bien, pour l'association Bible et Terre Sainte, nous avons quand même un grand précédent. Dieu est dans cet acte créateur. Comme vous savez, dans la tradition biblique, l'homme a été créé avec de l'argile et donc Ève aussi. Là, je vous montre une chose de moderne. Oups. Dieu est le premier des choroplates, et j'insiste sur le mot de choroplate parce que c'est intéressant, c'est le vocable savant, cuistre, que les spécialistes utilisent pour désigner les artisans qui fabriquent des figurines de terre cuite, mais ça vient du grec, celui qui fait des petites figurines de femmes. C'est le plate, celui qui modèle, le plataille du grec, des chorés, des petites jeunes filles, au sens plus large, de jeunes de... Ça va? Non, mais ça masculin, ça. Malèche. Donc, l'art même de fabriquer des figurines de terre cuite est perçu, au moins chez les spécialistes et même probablement aussi chez les Grecs, comme un acte créateur en relation avec la figurine féminine. Et tous ces objets que nous allons voir posent des questions sur leur fonction, leur usage, leur signification et même l'identité, qui sont ces dames nues. Alors, je vais vous parler en gros de la zone qui est entourée de rouge sur la carte, et la question a été agitée il y a encore pas assez récemment dans un colloque qui s'est tenu à Strasbourg en 2018 et publié en 2020, dont je vous présente les actes publiés chez De Boccard. Alors, remontons en arrière avec le Paléolithique. Pour tenter d'y voir plus clair, je remonte aux origines de l'art. Le besoin de fabriquer des images représentant des figures humaines et en particulier des figures féminines semble une constante de l'humanité remontant aux origines des œuvres d'art, c'est-à-dire à l'espèce néandertale, vers 40 000 avant Jésus-Christ, une période dite aurignacienne. Dans les peintures rupestres que vous connaissez, sur les outils gravés aussi, les hommes du Paléolithique montrent plutôt les animaux qui hantent leur environnement, accompagnés de signes abstraits, dont des signes en forme de vulve, qui indiquent des pratiques de type chamanique sur lesquelles je ne m'étendrai pas. La figure anthropomorphe, c'est-à-dire les figures humaines, n'apparaît que dans les œuvres en 3 dimensions. Elles sont d'abord très rares, très rarement masculines, et pratiquement les seules masculines que l'on connaît, c'est cette figure d'homme-lion, de créature homme-lion que vous avez à droite, en ivoire de mammouth, un monstre hybride. Sinon, la majorité des figures de femmes, la majorité des figures qui nous sont connues sont des figures de femmes en 3 dimensions. Il n'y en a pas dans les peintures rupestres, il n'y en a pas dans les représentations sur les plaquettes en relief. Des figures de femmes aux formes amples et avec l'accent mis sur les éléments sexuels secondaires. Et leur signification, évidemment, a soulevé toutes sortes de questions, traitées notamment dans une bonne synthèse de Jean-Paul Demoule dans la 2e édition 2017. Ces interprétations ont été souvent mises au service des causes féministes. Maria Guinboutas, par exemple, dans toute une série de livres publiés dans les années 1990,
renvoyé à un âge d'or matriarcal où régnait la paix sous la domination de la femme, etc. Je n'y crois pas. Ces figures que l'on appelle par convention, pour s'y retrouver, Mother Goddess, déesse mère ou encore Vénus, Vénus de l'Espugue, Vénus de Brassampuis, eh bien, leur identité humaine, mortelle ou suprahumaine nous échappe, de même que leur signification. Moi, je fais partie des chercheurs qui voient plutôt l'expression visuelle et artistique, très savante, de concepts métaphysiques en relation avec la sexualité, la naissance et la mort. Je n'en sais pas plus. Vous remarquez là qu'il s'agit d'œuvres en pierre ou en ivoire de mammouth, alors que je vous avais promis des figures en terre cuite. On y vient. C'est que je tenais à replacer mon sujet dans la durée et dans son évolution. Parce que les figures de terre cuite, eh bien, elles apparaissent avec la céramique et avec le modelage, elles apparaissent au cours de la révolution néolithique, et tout particulièrement au Proche-Orient. Le Proche-Orient, nous sommes les champions du néolithique. Il y a des néolithiques ailleurs, mais enfin, le premier, c'est nous au Proche-Orient. La manipulation de l'argile pour fabriquer des vases et des figures et des petits objets est en effet une innovation de la révolution néolithique. Cette manipulation, cette technique était inconnue au Paléolithique des chasseurs-cueilleurs des âges précédents. Les sociétés précédentes étaient des sociétés mobiles, ils pratiquaient peu l'art de la terre, agile, et demandaient des installations fixes, des fours, un approvisionnement encombrant en combustible, etc. Ça n'était pas possible. Donc c'est avec le néolithique, processus assez long, qui intervient au Proche-Orient, mettons à partir du 9e millénaire, qu'apparaissent les premières communautés villageoises agricoles qui vivaient de l'élevage et de l'agriculture, et leurs préoccupations matérielles n'empêchent pas les manifestations de pensée symbolique, comme nous le voyons par exemple sur cet exemple de Çatalhöyük en bas à droite, un aménagement rituel avec des cornes de taureaux, etc. Donc il y a toute une pensée symbolique extrêmement complexe qui apparaît en même temps. Alors là, bon, c'est des moutons. L'agriculture et l'élevage. Et avec l'agriculture et l'élevage, une production de nourriture relativement abondante et régulière entraîne la nécessité de les stocker, de les transformer, de les consommer, donc la nécessité de fabriquer des récipients. Et la céramique naît à ce moment-là. Je vous montre des exemples peints particulièrement significatifs. Céramique qui devient rapidement, par son décor peint ou modelé, un support de pensée symbolique. Là, je vous montre par exemple à Suse, à gauche pour vous, des animaux laineux, des moutons laineux sur les côtés qui ressemblent à des peignes, des zigzags qui sont probablement des signes de territoire, et un petit bonhomme avec apparemment des pelles, des instruments agricoles. À droite, des instruments, des peintures à représentation animalière extrêmement stylisées, qui montrent à quel point nous avons affaire à un art qui est à la fois stylisé et profondément savant. Alors, à ce moment-là aussi, apparaissent des idoles en pierre. Vous voyez, je ne suis encore pas entrée dans mon sujet. Des idoles en pierre qui, de l'Espagne jusqu'à l'Indus, manifestent des préoccupations commune, constante, avec l'accent mis sur les capacités sexuelles de la figure féminine, et figures qui sont là aussi des œuvres extrêmement savantes, construites en volume abstrait, avec des proportions, etc., qui les rendent profondément vivantes. Et c'est un sujet qui m'a intéressée au cours d'une exposition que j'ai pu faire à Venise il y a 2 ans, avec le sponsor Inti Ligabue, qui apparaît sur la photo. Et enfin, au même moment, à partir ça se multiplie à partir du 5e millénaire, quelques essais avant, la figure en terre cuite ou peu cuite. Je n'entre pas dans ces questions-là de cuisson. Pour la première fois, donc avec le néolithique, des figures en argile cuite ou peu cuite, par lesquelles s'impose la figure de la femme nue en majesté, qui est parfois, c'est rare, comme à Çatalhöyük en Anatolie, qui est parfois représentée trônant sur une sorte de siège en majesté, flanqué de félins, donc l'association avec des félins, quelque chose qu'on va retrouver de manière récurrente au cours de l'histoire,
de la femme nue, d'une figure féminine nue, aux formes extrêmement développées, et là encore, une construction des volumes très, très savante. Mais c'est un phénomène que l'on peut observer. Est-ce que vous voyez l'écran en entier? Moi, je le vois amputé. Donc, qu'on peut observer dans la vallée du Yarmouk, c'est-à-dire au Levant Sud, en Israël, entre Israël et Jordanie, ou en Mésopotamie. Et j'aurais pu multiplier les exemples jusqu'à l'Indus de ces figures, soit assises, soit debout. Quand elles sont assises, elles semblent collées à la terre, avec les jambes souvent légèrement repliées, elles tiennent à la terre, alors que souvent la tête est allongée, elle tire comme elle tire vers le ciel. Donc là, il y a manifestement une volonté de leur donner une assise extrêmement solide, et en faisant des comparaisons avec la littérature un peu plus tardive, on a une sorte de comparaison avec la montagne, que c'est les montagnes qui collent à la terre et qui atteignent vers le ciel, et au fond, c'est une image de la ziggourate de Babylone. Merci de couper vos micros pour tousser, s'il vous plaît. Celles qui sont debout, on va en revoir d'autres. Elles ne sont pas nécessairement grasses, hein, c'est pas nécessaire. Mais, alors, l'identité de ces figures nous échappe. Est-ce qu'il s'agit d'une grosse dame? Est-ce qu'il s'agit d'une créature surhumaine? Nous ne savons pas. Ce que nous savons, parce qu'on peut l'observer dans les fouilles archéologiques, c'est que ces figures, comme les figures de pierre, ont servi de manière récurrente. Elles étaient abîmées, usées, cassées, réparées, repeintes, et quand elles avaient cessé d'être utiles, elles étaient souvent, on les a retrouvées, inhumées, mises de côté, pas inhumées, pas forcément dans la terre, mais enfin mises de côté très soigneusement, en ramassant tous les morceaux. Donc elles connaissaient une sorte de vie, une vie agitée, et une forme de disparition. Et on ne peut, quelle espèce de vie ça pouvait avoir. Et manifestement, elle servait au cours de pratiques récurrentes, en fonction peut-être de rituels sociaux liés aux saisons, liés à des événements sociaux, des mariages, des enterrements, l'avènement d'un chef, on le sait, ou le printemps. Enfin, là, on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que c'est récurrent et que ça entraînait des dégâts qui étaient soigneusement réparés. Alors, si on avance un petit peu dans le temps, en prenant par exemple Chypre, le cas de Chypre, où assez nombreuses attestations de ces pratiques au moyen de figures féminines ont été retrouvées dans les différents sites archéologiques de l'ouest de l'île en particulier, où manifestement l'accent est mis sur la lactation, comme vous voyez, les seins sont très, très présents, mis en évidence par les mains. Des millénaires plus tard, vous aurez la Vénus pudique qui cache ses seins avec ses mains, donc quelque chose de récurrent. L'insistance aussi sur l'attitude assise, et dans certains cas, cette attitude assise, elle est spécifiquement associée à un accouchement assis, parce que là en dessous, on a modelé sous la figurine, on a modelé ou pas un bébé qui apparaît, et donc on a des formes d'accouchement assis plus l'allaitement qui sont tout à fait intéressants. Là, ça c'est associé à la céramique peinte. Alors, à Chypre, au 4e millénaire, c'est dans ces assez nombreuses figures qui sont soit en terre cuite, comme je viens de montrer, soit aussi des petites figures très stylisées en pierre, sont de manière très rare associées des figures masculines effrayantes. C'est très rare, on en connaît moins d'une dizaine, alors que nous connaissons des centaines de figures féminines. Et curieusement, je n'ai pas d'explication, ces figures sont masculines, effrayantes, la bouche ouverte pour crier, ou en tout cas les dents extrêmement visibles. Alors, j'ai pas. Desmond Morris, qui a étudié la figure de droite, a dit qu'il est en train de pousser le cri primordial. C'est joli, ça ne veut rien dire, je n'ai pas d'explication. Celle de gauche, que je vous montre deux fois, parce que je vous montre la photo en plus petit, il a été retrouvé
dans une vaste réduction de cabanes, un modèle réduit, une cabane en miniature, avec plusieurs figurines féminines, dont une en train d'accoucher, et puis des cailloux, quelque chose d'assez mystérieux. Alors nous arrivons à l'âge du bronze, à l'âge des villes, à la civilisation écrite, la civilisation urbaine hiérarchisée avec le centre du pouvoir, les centres de culte. Je suis contente que Jean soit là parce que j'avais utilisé un de ces beaux dessins pour montrer ce qu'est une ville à partir de la fin du 4e millénaire, du 3e millénaire. C'est à ce moment-là qu'en Mésopotamie, en tout cas, apparaît l'écriture, vocation plutôt économique qu'autre chose, mais qui rapidement va devenir aussi support de rituels et de signification symbolique. Et donc, architecture monumentale, ça je ne pouvais pas résister, l'architecture monumentale qui quelquefois est un peu décevante quand on est sur place et quand on n'est pas spécialiste. Donc là vous voyez à Marie de quoi a l'air l'architecture monumentale du 3e millénaire. Et avec cette civilisation urbaine, on a des sanctuaires, on a des ex-voto dans les sanctuaires, on a des statues de culte qui sont bien identifiés avec leur nom dessus, et on a des statues de fidèles qui sont eux aussi identifiés par leur nom et quelquefois leur fonction sociale. Donc on a toute une représentation figurée humaine, de forme humaine, des dieux anthropomorphes et des fidèles. On voit le pouvoir et les grands dignitaires qui sont très présents dans les sanctuaires et qui offrent des figures. On voit aussi manifestement se développer des cultes à caractère féminin, des rituels où la femme joue un rôle important, soit qu'elle soit prêtresse, ce qui est peut-être le cas des figures qui sont à l'extrême gauche, qui sont figurées avec une coiffure un peu particulière, qui sont peut-être des prêtresses plutôt que l'image de la déesse. Et se développe aussi, et ça c'est intéressant, on va le revoir plus loin, un culte de la reine morte. La petite statuette, toute petite statuette en or qui est au milieu, en or et en bitume, est interprétée par notre collègue italien Paolo Mattier comme une Malikou, comme le culte d'une reine morte et donc déposée dans un sanctuaire. Donc là, importance quand même de la femme dans le rituel. Et puis, de manière beaucoup plus schématique, à la même époque, je remonte ça, à la même époque que ça, on retrouve dans les sanctuaires, dans les tombes et à l'état fragmentaire dans les maisons, de très nombreuses figurines en argile modelées, qui, dans l'ensemble, avec une très grosse majorité, représentent des figures féminines, généralement nues quand on peut voir le détail, modelé. Donc là, je vous en montre tout un paquet venant de différents points de Syrie du Nord, de Suse, surtout Syrie, Mésopotamie, Iran, tout un ensemble qui date de la première moitié du 3e millénaire et qui représente dans l'ensemble des figures féminines nues, debout ou assises, comme vous voyez. Et quelquefois, on en met aussi sur les vases. L'exemple qui est en bas à droite, on en rajoute aussi, mélangé avec d'autres figures animales, par exemple, on rajoute des figures féminines nues. Alors, avant de continuer avec les exemples de cas, je voudrais peut-être maintenant rentrer un peu dans la technique pour que vous puissiez suivre ce que je veux dire. J'ai parlé de modelage. Donc, le modelage, c'est ce qui se fait entre les doigts, sans aucun autre instrument que le bâton qu'on roule. On fait avec les doigts, on fait des boules ou des saucisses. Et ensuite, on aplatit, on fait des choses plates, etc. Le modelage, qui est bien attesté à partir du 5e millénaire et même avant. Autour de 2000, 2300, 2000, on invente le moule simple, c'est-à-dire on fait un creux, et avec ça, on tape dans l'argile ou on presse l'argile dans le moule. Ça permet de sortir 10, 20, 50, 200
figurines identiques. Donc, on passe à la vitesse supérieure. Ça, c'est à partir du deuxième millénaire. Puis, j'y reviendrai. Et puis, il viennent ensuite des techniques plus complexes qui sont plus tardives. Alors, le modelage, pour vous montrer quelques exemples, celle qui est à l'extrême droite, non, à l'extrême gauche pour vous, qui est obtenue, c'est juste un petit bâton de terre et on a fait des pincements qui permettent d'obtenir des petits bras pincés et un bec d'oiseau par simple pincement. Là, c'est une figurine de Suse du 3e millénaire. C'est ce qui me fait penser à Agnès Piquet, qui a beaucoup travaillé sur ces choses-là. On évolue un petit peu en détachant les jambes, en ajoutant des petites pastilles pour les seins, pour cette figurine à peu près de la même époque. Et cette technique du modelage le plus simple possible, avec boudin, pastilles, pincement, incision, etc., et peinture, a continué jusqu'à la fin de l'Antiquité. Je vous montre à droite un cavalier de mes fouilles de Kition, parce que j'avais la photo. Donc, 2000 ans après, les figures qui sont à gauche, la même technique. Et c'est vrai que cette technique un peu primitive est restée en usage jusqu'à la fin de l'Antiquité, plutôt pour faire les figurines animales. Les figures humaines et en particulier les figurines féminines nues, vous allez voir, vont bénéficier de techniques plus complexes. On se demande, sur la foi d'exemples ethnographiques, si par hasard le modelage simple comme celui que vous avez à gauche ne serait pas plutôt l'œuvre de femmes. C'est de la boulangerie, c'est de la pâtisserie, si vous voulez. Vous avez tous fait de la pâte à sel quand vous étiez petite avec votre maman. Et qu'à partir du moment où on fait intervenir des techniques plus complexes, peut-être qu'on a affaire à des ateliers plus spécialisés dans lesquels interviennent en tout cas au moins une majorité d'hommes, dirigés par les hommes. Ce n'est pas un propos sexiste. Le modelage permet, comme vous le voyez sur la figure de Baloutchistan à gauche, d'obtenir des choses extraordinairement fines et délicates. Il y a un problème, c'est que quand vous faites ça, c'est forcément plein à l'intérieur. Et ça limite les dimensions, parce que l'argile, c'est humide. Quand vous cuisez, l'eau doit s'échapper. Et si l'épaisseur des parois est trop épaisse, ça claque. Donc, il faut trouver un autre système. Et c'est ce que, pour passer à la taille supérieure, il faut trouver des systèmes différents. La figure qui est à gauche, qui est à droite, pardon, une chypriote du 8e siècle est là pour montrer que la terre cuite peut être peinte en enduisant d'un lait de chaux qu'on voit encore derrière les yeux. Les yeux sont appliqués sur un lait de chaux blanc. Et puis, il y a des bijoux qui ont été peints en vert et en rouge avec des peintures naturelles qui cuitent et résistent relativement bien. Alors, le moulage, numéro 2, technique numéro 2, le moulage. Donc, un moule, vous avez 2 exemplaires à gauche, un exemplaire debout à droite, et les figures qui en sont tirées devant. Ça a duré jusqu'à là aussi, ça a duré jusqu'à la fin de l'Antiquité. Ça permet d'obtenir des figures déjà en plus grande quantité et des figures un peu plus grandes. Parce que on peut s'arranger pour creuser un peu l'arrière de manière à ce que la figure soit en fait une sorte de plaque légèrement arquée, soit dans le sens de la longueur, soit dans le sens de la largeur. Et donc, ça permet de faire évacuer les gaz et l'humidité à la cuisson. Alors, quelques exemples. Je vous avais dit que je vous montrerais des images coquines. Des femmes nues, beaucoup, dont celle de Suse, qui, au milieu entre le 14e et 12e siècle, se caractérise par un développement incroyable des cuisses, qui fait qu'on a l'impression qu'on a affaire à des papillons. Elles sont en plus très, très parées, des bijoux, des ornements dans les cheveux, des bijoux aux pieds comme aux chevilles. Et ça permet aussi de faire des véritables petites scènes. Alors, dans la Mésopotamie, la Babylonie du 2e millénaire, on a multiplié les petites scènes rencontrant des artisans au travail. Là, un musicien, qui est peut-être une figure royale d'ailleurs, parce que la coiffure est une coiffure royale. Et puis alors là, aussi bien en Babylonie qu'à Suse, des petits lits sur lesquels les couples s'ébattent allègrement. On n'avait pas peur de parler explicitement du sexe en très grande quantité.
Et puis des déesses nues, et vous voyez bien qu'elle est découpée sur une espèce de plaquette. C'est obtenu par un moule simple. Et donc cette multiplication à partir d'un même moule des types obtenus va aussi faire quelque chose d'assez curieux, c'est qu'on part de figures qui représentent bien les figures féminines nues avec les jambes bien séparées, les seins apparents, et dans un certain nombre de cas, on les a revêtues presque à partir des mêmes moules, et on les a parées d'un vêtement décoré, et tout en gardant aussi de nombreux bijoux autour du cou, des bras et des chevilles. C'est un peu difficile à comprendre, et on se demande si ça n'est pas à mettre en relation avec des mythes dont le plus connu est celui de la descente d'Ishtar aux enfers. Ishtar, la déesse de l'amour, de la sexualité, descend aux enfers pour aller chercher son amant de Bouzi, et à chaque porte de l'enfer, on lui fait enlever une partie de ses parures, et à chaque fois, elle perd de ses pouvoirs. Et quand elle finit par arriver au cœur des enfers, elle est complètement nue et elle a perdu tous ses pouvoirs. C'est un peu le contraire. Ce texte d'Ishtar aux enfers, c'est un peu le contraire de ces figurines-là. Mais on part quand même d'une idée relativement apparentée, et surtout, mes figurines sont l'expression de croyances relativement simples, populaires, alors que les grands textes sont l'expression d'intellectuels, des prêtres, des magiciens qui écrivent pour la cour et qui sont plus sophistiqués. Donc, on se demande si ce ne sont pas deux lectures différentes d'une même idée plus fondamentale sur la sexualité, la fertilité, la protection de la femme et de l'enfant, etc. C'est une chose que je ne puis pas aller très loin dans l'interprétation. Nous progressons toujours dans les techniques ensuite, en parlant apparition de techniques mixtes, c'est-à-dire que l'on combine le modelage et le moulage, moulage partiel combiné. En général, le moulage est réservé, on fait un moule pour la tête, et le reste du corps, on le fait comme on peut, soit en le tortillant autour d'un bâtonnet, soit en l'enroulant avec un boudin, si vous voulez, comme on fait des petits vases, ce qui permet de faire des tas de variantes. J'ai mis XXX variantes, en ajoutant un morceau de pain, un vase, un petit animal, un tambourin ou autre instrument de musique. Et même quelquefois, vous le voyez sur la figure, celui qui est à droite, à l'extrême droite, eh ben c'est un barbu. Donc là, au milieu de tout ça, on rajoute une petite barbe, et on fabrique, à partir d'un moule qui est fait pour une de ces figures féminines, on fabrique un barbu. Donc des exemples divers. Et enfin, la grande invention des Phéniciens, auxquels les Grecs sont tout à fait redevables, et ensuite les Romains, c'est le moule double, la cocotte en chocolat, un moule pour l'arrière, un moule pour l'arrière. Là, sur la tête qui est au centre, dont je vous montre la face et le dos, la cassure moderne, la cassure de fouille, a été faite le long de la couture, parce que les deux valves sont luttées avec un peu d'argile et passées au four, donc c'est un point de fragilité. C'est très souvent comme ça qu'on a des moitiés de valves qui sont survécues. Et alors les Phéniciens ont inventé ça pour élaborer un type iconographique particulier que notre collègue australien Bill Coulican avait appelé la Dea Tyria Gravida, la déesse enceinte de Tyr. En fait, elle est répandue dans le monde phénicien, y compris à Chypre et jusqu'à Carthage, qui représente une femme enceinte, généralement trônant. Et pour montrer qu'elle est enceinte, non seulement on essaye d'arrondir un peu son ventre, mais aussi on a le geste protecteur du bras sous les seins pour protéger l'enfant. Et quand on est à Chypre, ils ont celle qui est immédiatement à droite, à Chypre, il y a une vieille tradition de courotrophe, c'est-à-dire de femme à l'enfant,
comme en Égypte, l'Isis avec le jeune russe, eh bien, on ajoute un bébé, ce qui fait qu'elle est enceinte et chorégraphe. Et ce type de technique a été donc transmise très tôt, dès le 6e siècle, 5e siècle, au monde grec, probablement en passant par Chypre. Là, je vous montre à droite un exemple de Chypre, caractéristique des salines, dont je vais vous reparler dans un instant. Alors maintenant, abordons, rassurez-vous, ça ne va pas durer des heures, abordons quelques cas dans l'espace et dans le temps. Alors, je reviens sur la Syrie-Mésopotamie, dont je vous avais montré déjà des exemples du début du 3e millénaire. La figure féminine nue apparaît de manière explicite dans le groupe qui est à droite, avec le triangle sexuel, le nombril très visible, les seins bien marqués. Celle de gauche, c'est plus discret, en particulier l'absence de triangle pubique est tout à fait ambiguë. Mais dans certains cas, comme la deuxième à droite, la deuxième à partir de la gauche, et la troisième, il y a ou des seins ou un enfant. Et donc là, on est bien dans le. Alors, ça, c'est la figure féminine nue. Dans les figurines de terre cuite, quelque chose de très, très modelé, très, très schématique, très charmant, parce que chaque pièce est unique. Et c'est un personnage qui nous est bien connu, notamment dans la glyptique, c'est-à-dire dans les sauts-cylindres de Syrie-Mésopotamie du début du 2e millénaire. Vous avez là la déesse au centre, la déesse qui se dévoile, c'est-à-dire elle n'est pas en train de sauter à la corde, c'est son manteau qu'elle ouvre. Il faut imaginer qu'il y a un pan de tissu qui passe derrière elle, donc elle ouvre son manteau et elle est à la fois active parce qu'elle est en train d'ouvrir son manteau, mais elle est statique, elle apparaît, comme l'avait décrite Dominique Beyer, de manière tout à fait vivante. Elle est statique au milieu de scènes qui, elles, sont très actives. Les défilés de personnages, peut-être des orans, des sphinx, etc. Donc elle apparaît en fait comme une icône, comme peut-être même une statue de culte. C'est peut-être là une représentation figurée d'une statue de culte dans des scènes qui sont des scènes d'adoration, des sauts-cylindres étant bien sûr des instruments de comptabilité, mais qui sont souvent, lorsqu'il s'agit de sceaux ayant appartenu à des hauts fonctionnaires ou des gens liés aux fonctions religieuses, ont volontiers une iconographie intellectuellement sophistiquée en rapport avec des pensées symboliques. Autre exemple, vous avez vu je reviens en arrière sur ma géographie, le cercle de droite sur l'Asie centrale, une civilisation qu'on a tendance maintenant à appeler civilisation de l'Oxus pour qualifier cette culture assez complexe et étendue sur une très vaste espace, lui donner un nom de rivière aussi. Ça dépasse l'Oxus, mais c'est assez intéressant, où l'on a découvert depuis une 50aine d'années, d'abord des soviétiques, puis des missions internationales, des civilisations urbaines de grande importance avec l'architecture monumentale, des importations de l'Inde, de l'Indus, des importations mésopotamiennes, une céramique peinte extrêmement intéressante, et des centaines et des centaines et des centaines de figurines de terre cuite. Là, je vous en montre un petit lot, avec derrière la photo d'un des fouilleurs, Victor Sarianidi, qui a fouillé entre autres le site de Gonour, d'où viennent les figures qui sont là, et qui représente la figure féminine en écrasante majorité. Là, il y a quelques petites figures d'animaux, bovins en général, et puis les autres, ce sont des figures féminines, des plaquettes modelées, avec des applications de pastilles pour les cheveux, les yeux, les seins, des incisions qui marquent des bijoux et le triangle pubien, qui est toujours extrêmement marqué, au point même qu'il occulte complètement le reste du bas du corps. Et sur ce type d'exemple, vous me croirez sur parole, mais elles ont souvent des signes gravés à la hauteur de la taille qui en font une espèce de proto-écriture que, bien entendu, on n'a pas déchiffrée.
Donc, ces cultures qui sont intermédiaires économiquement entre la Mésopotamie et l'Inde, et peut-être même jusqu'au-delà, peut-être jusqu'à la Chine occidentale. Ces cultures qui sont des cultures de grand commerce international, qui sera des millénaires plus tard, ce sera la route de la soie, eh bien, elles partagent avec le monde mésopotamien et iranien des pratiques cultuelles qui se manifestent par la présence dans les tombes, dans les sanctuaires et un peu dans l'habitat de ces figurines modelées en argile et dont la stylisation n'est pas assez comparable avec les choses que l'on connaît en Mésopotamie. Autre exemple qui est intéressant pour le monde de la Bible, c'est ce que l'on appelle les figures en piliers du Levant, ou les figures en piliers de Judée. Mais en fait, elles sont beaucoup plus largement répandues que dans la seule Judée. On a retrouvé des figures du type de celle la plus grande sur la photo, qui se caractérisent par, en effet, un corps en pilier tourné en général ou fait au boudin, le torse modelé et le visage, comme vous le voyez, est moulé. Le visage est moulé, et on voit d'ailleurs c'est fait avec des coutures qui sont manifestement apparentes. Ce sont des figures qui sont faites à la grosse, d'une manière industrielle, qui, à Chypre, ont une équivalence. Il y a celles de Judée qui sont assez caractéristiques. En bas à gauche, vous avez toute une production que je vous ai déjà montré des figurines chypriotes. Ils sont... Arrêtez de partager. Ben non, je suis d'accord pour partager. Bon, c'est bon. Vous le voyez? Non, vous le voyez, ça ne vous gêne pas. Des figures en grand nombre. Alors, c'est... Non, c'est bon. Je crois que c'est bon, c'est juste... Est-ce que peut-être il y a des gens qui essayent de... Ils sont connectés plus tard et il faut les admettre, oui, peut-être, oui. Mais je regarde, il n'y a pas l'air, ça ne se voit pas. Bon, bah écoute, tant pis. Tant pis, tant pis pour eux. C'était en retard. Alors, pour les judéennes, toutes celles que l'on a retrouvées sur des sites archéologiques en Israël, sur des périodes allant du fin 9e, 8e siècle, 8e, 7e, 6e siècle, ça pose évidemment un peu des problèmes. Ce n'est pas tout à fait en accord avec les prescriptions des prophètes bibliques. Et je ne rentre pas, parce que je n'en suis pas capable, dans la question très compliquée de Yahvé et de son Ashéra. Sans doute avez-vous dû entendre dans votre association des gens plus compétents que moi. Ce qui est clair, c'est que les quelques inscriptions, les attestations de Ashéra sont de dates relativement anciennes, mais disparaissent. Les plus connus sont à Koutil Tajroud. Et en tout cas, ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a les prescriptions des prêtres, en particulier à Jérusalem, et puis il y a ce que font les fidèles dans les temples, dans les sanctuaires et dans les sites de la Terre Sainte, et qui n'est pas absolument en conformité avec ce que disent les prêtres. En tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement présent, extrêmement prenant. Et comme vous le voyez, les figures de Judée mettent très fortement l'accent sur le développement des seins, mais pas du tout de triangle pubien. Si, c'est là, on a bloqué là. Non, ça va, ça bloque un peu, mais pas complètement, c'est pas très grave. Alors, je reviens un peu sur mes Phéniciens et la Dea Gravida. Je vous en avais parlé du point de vue de la technique. Maintenant, parlons-en du point de vue de la signification et de l'expansion et l'association iconographique avec d'autres motifs. Vous remarquerez que non seulement elle est enceinte, trônant, etc., mais elle est caractérisée par une coiffure bizarre qui évolue de plus en plus vers une espèce de double boule sur la tête.
probablement une forme de coiffe dure sous le voile. Il y a des éléments en forme que nous allons retrouver plus tard. Et donc là, je vous ai montré de gauche à droite, il y a des exemples de Carthage et de Chypre. Et alors, elle est dans les tombes, en particulier à Chypre, où évidemment, c'est mieux fouillé, des assemblages sont bien connus, bien répertoriés. Sur les sites en particulier d'Amathonte, dont on a fouillé une nécropole extrêmement riche, les tombes entre le 8e et le 6e siècle comportaient un assez riche matériel, des vases peints avec des formes, des décors qui visage féminin à grosses boucles, j'aurais dû en mettre, qui évoque les figures de Hathor dans le monde égyptien, qui est probablement l'image d'une déesse locale, mais il y a aussi d'autres types iconographiques qui sont associés à la déesse gravide dans les tombes d'Amathonte, notamment une figure masculine barbue, trônant, vraiment le parèdre, il a exactement presque le même moule, de type osiriaque, une espèce de couronne égyptienne vaguement inspirée de la couronne royale égyptienne, donc une figure masculine âgée, très peu, mais quelques-unes des déesses nues de type traditionnel, donc il y en a la déesse nue et la déesse trônante, vêtue, enceinte. Et puis, ces drôles de petits personnages que l'on appelle le Ptapatèque pour la figure enfant, Ptapatèque en se basant sur des inscriptions, des attestations littéraires grecques plutôt plus tardives qui font allusion à des cultes gréco-égyptiens. En fait, et puis, le contraire de l'enfant, qui est la figure dite de Bès, une figure grimaçante. Et les deux sont caractérisés par leur aspect de nains, c'est-à-dire qu'ils sont un gros ventre, les jambes tordues, et ce sont des grotesques. Ce ne sont d'ailleurs pas des représentations médicale de figures de nains. C'est une invention artistique pour représenter un personnage magique, un peu redoutable, où on a à la fois l'aspect gracile enfant et l'aspect vieux, grimaçant de la figure de Bès. Et l'enfant est représenté en train de tenir des choses sur son buste qui, dans les exemples mieux conservés, on montre qu'il est train des serpents. Motif d'inspiration égyptienne, mais qui est aussi bien connu par les mythes grecs relatifs à Héraclès enfant et Hercule enfant qui est train des serpents. Donc là, c'est quelque chose, c'est une espèce de cocktail mythologique et iconographique qu'on a au premier millénaire, qui est quelque chose d'extraordinairement compliqué, qui se traduit là à Chypre. On a l'impression qu'on a affaire à une espèce de petite famille divine un peu bizarre, une déesse, un dieu retrônant, une déesse nue, un enfant et puis le vieillard. Et alors le vieillard, évidemment, si on pense en particulier à Amathonte, que c'est la forme locale que prend la figure de Melkart, le roi de la cité, le Melkart, on a des indices pour montrer qu'au moins Amathonte et peut-être Achytione, les deux villes phéniciennes du sud-est de l'île de Chypre, que le culte du grand dieu Polyade de ces deux cités serait une forme de Melkart qui aurait cette apparence-là. Et dans les mêmes tombes à Amathonte, on retrouve d'assez nombreuses figures, petites maquettes, petites miniatures de façades de sanctuaires, comme celle qui est au-dessus, façade de sanctuaire à l'égyptienne, avec la gorge à l'égyptienne, la moulure, le croissant et le disque, et dans la niche d'apparition, un dieu avec des tiares à cornes comme dans l'iconographie mésopotamienne, qui apparaît derrière un autel à cornes. Donc là, vraiment une représentation d'une apparition, d'une épiphanie divine masculine. Et puis alors encore, très typique aussi des assemblages d'Amathonte, toujours avec la déesse enceinte, des bateaux, des tas de bateaux. Alors, est-ce que c'est une allusion à la puissance maritime de Chypre?
Est-ce que c'est une allusion égyptisante au voyage du mort qui en Égypte remonte le Nil pour rejoindre l'au-delà? Je pense un peu les deux. C'est assez difficile à dire. Et puis, nous avançons. Je vous avais dit que j'irais jusqu'à Alexandre, j'y dirais presque. J'insiste évidemment beaucoup sur les cas de Chypre parce que c'est fouillé. La figure qui est à gauche vient de ma fouille, que j'aime bien. On a retrouvé dans les différents sanctuaires et dans les tombes de Kition des fragments très nombreux qui ont été dispersés à travers les musées du monde entier, que l'on peut reconstituer comme une sorte de groupe où l'on voit une déesse principale assise sur un trône, flanquée d'acolytes qui apportent des boîtes, etc. Et cette déesse, on le voit mieux sur les têtes de meilleure qualité que celle qui est complète, d'inspiration très grecque. Là, on est vraiment dans un art inspiré directement de l'art attique du 5e siècle, mais elle est vêtue à la grecque, elle est assise sur un siège à la grecque, mais elle est couronnée d'une vaste échafaudage probablement de vannerie ou d'orfèvrerie, avec des rosettes, des fleurs, et sur celle qui est au milieu, des sphinx vus de face, le sphinx vu de face, donc un aspect magique. Et l'espèce de bandeau, de turban qui entoure son front, je crois que j'en ai un autre après, ou bien c'est la précédente, n'est pas sans rappeler les protubérances mystérieuses de la déesse gravide, qui est aussi bien attestée à Kition et à Amathonte. Donc on a affaire dans ces villes qui sont sur lesquelles règne une dynastie phénicienne. La dynastie phénicienne de Kition nous est particulièrement bien connue. On a affaire là à un culte en faveur d'une déesse locale qui reste en partie anonyme, mais on a des textes grecs plus tardifs, de la fin de l'époque hellénistique, début de l'époque romaine, qui font allusion à une Artémis Paralia. Alors Paralia en grec moderne, ça veut dire la plage. Et en fait, ça veut dire que c'est celle qui est au bord de la mer, c'est celle de l'eau salée, donc c'est la déesse de la mer. Et alors, Artémis peut-être, mais aussi la déesse de la mer. Qui est la déesse de la mer? C'est évidemment Aphrodite qui est née de la mer. Donc là, c'est assez complexe. Tant qu'on n'aura pas le nom de la déesse écrit sous ces figures, nous ne saurons pas exactement qui c'est. Et alors, lorsque l'île de Chypre devient grecque par la conquête, à la suite de la conquête d'Alexandre le Grand, les choses vont changer progressivement, mais ce que l'on constate, c'est que en même temps que Alexandre lui-même et puis ses successeurs, aussi bien les Ptolémées que les Séleucides qui vont régner sur son empire, il y a un véritable culte de la personnalité qui se fait jour, en particulier dans le Monnayage. Pour la première fois au monde, on voit apparaître le portrait du personnage sur les monnaies. Donc là, et que parallèlement, à Chypre en particulier, mais aussi en Égypte, on voit apparaître tout un mobilier cultuel qui est en rapport avec le culte de la reine. Je vous avais déjà dit, on avait le culte de la reine, c'est pas nouveau. On a des antécédents. Là, on a vu à Ebla, bien clair à Ebla au 3e millénaire. Et ces vases, que l'on appelle vases d'Arsinoé, mais il y a probablement les images et la coiffure caractéristiques des différentes reines ptolémaïques. Il y a une production assez importante à Chypre de ces vases en forme de tête de la reine d'Égypte, un culte qui règne sur Chypre, culte de la reine. Et curieusement, elles ont des coiffures avec des bourrelets, des éléments de vacherie et même des espèces de grosses boules qui reprennent, qui transforment les éléments que nous avons vus, que nous avons observés sur la déesse gravide et sur ses successeurs de l'époque classique. Et puis, en fait, dans l'espèce de vaste mouvement d'hellénisation
du monde de la Méditerranée orientale, les particularités des figurines de terre cuite que nous avons vues sur 3 millénaires vont se helléniser complètement, en gagnant plutôt en qualité. Mais alors, avec des Tanagréennes, j'en ai pas trouvé là, j'en ai pas trouvé de nus, mais enfin il y en a des nus et puis il y en a des vêtus, donc là je la montre, parce que là l'extraordinaire production que nous avions vue sur 3 millénaires se transforme pour devenir complètement grecque de forme, mais je pense en partie pour garder, exprimer des réalités qui sont profondément locales. Alors, comment conclure? S'agit-il de mortels ou de déesses? Nous avons vu qu'il y avait deux tendances qui se présentent quant à l'interprétation de ces figures. L'une qui privilégie plutôt l'identité divine, une déesse connue sous des noms divers dans les textes, Ishtar, Astarté, Aphrodite. L'autre tendance y voit une mortelle dont l'image répondrait à plusieurs besoins. Besoin de protéger les différentes phases de la vie de la femme, quand elle a la naissance, l'allaitement, et ces phases qui sont phases de la vie de la femme qui sont assez visibles dans leur rendu anatomique. Besoin aussi d'affirmer le statut de la femme et de ses activités sociales, en particulier pour les reines, face à l'expression du pouvoir masculin, on vient de le voir là. Je pense que ces deux interprétations ne s'excluent pas. Et sur la très longue durée, la figure au calatos des Salines à droite, le calatos, c'est cette espèce de panier, ça veut dire panier en grec, ce panier qu'elle a sur la tête avec des éléments végétaux, floraux qui montrent un rapport avec la fertilité et l'abondance. Serait un dernier avatar de la femme en majesté assise entre ces deux félins, nés en Anatolie au 5e millénaire. Et je vous remercie de votre attention. J'invite les questions. Alors, comment on fait pour remettre les... Y a-t-il des questions dans la salle virtuelle? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a eu des études de fait sur les figurines appliquées sur des vases, aussi bien sur le plan de la technique, c'est-à-dire modelage ou estampage, que sur le plan de la signification? Alors, Béatrice Margueron nous demande si il y a eu des études sur les figurines appliquées sur des vases, aussi bien du point de vue de la technique que de leur signification. Oui, mais en général, pas de manière synthétique, plutôt de manière par culture, par période. Et je vous renvoie, il y a un réseau social savant qui s'appelle le Choroplastic Studies, qui envoie de la bibliographie systématiquement sur les abonnés et qui donne toute la bibliographie en direct, qui donne les articles. Donc, et en plus, on peut leur poser des questions. Donc, on peut poser la question à ce groupe. Oui, merci. Enfin, s'il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'études globales, disons. Non, il n'y a pas d'études synthétiques. Oui, que je sache. Et pour le domaine alors syro-mésopotamien, de votre point de vue, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je pense que ça servait de la même manière. Ces figurines, à mon avis, servaient au cours de rituels, de pratiques cultuelles que nous ne connaissons pas bien. À mon avis, ils les achetaient au sanctuaire et les rapportaient chez eux ou ils les emportaient dans la tombe. Bref, il y avait des pratiques. Qu'est-ce qu'on faisait avec en tout cas, on s'en servait. Et les figures, aussi bien que les vases. Avec les vases, en plus, non seulement vous avez la figure, plus éventuellement un liquide dedans. Oui, bien sûr, oui. Et sur le plan technique, est-ce qu'il y a plus de figures estampées, je suppose, enfin, on peut l'imaginer, que de figurines modelées sur les vases? Ah bah, non, sur les vases, Aymar était un peu une exception en ce sens qu'il y avait des figurines estampées sur les maquettes en particulier et sur certains vases. Mais sinon, en général, les potiers rajoutaient ça, des choses patounées à la main. À la main, d'accord, oui. Merci.
Oui. Une question. Est-ce qu'on peut saisir dans le corpus le passage d'admirable patriarcat à l'horrible patriarcat dont nous avons tenté à sortir? Alors, je ne crois pas au patriarcat, je ne crois pas que ça ait jamais existé, alors je suis un peu gênée. Non, mais tu as commencé. Ça fait de mariage de Oui. Il y a quand même certains arguments qui restent ont suivi dans la foulée de Maria-Émile Boutas un certain nombre de collègues féminines, de collègues féministes et femmes, mais féministes, sur le monde crétois, en disant que le monde crétois, parce qu'il n'y a pas de fortification, et parce qu'on voit des belles déesses, les seins nus, en train de cueillir des crocus. Il y a des tombes de guerriers. Bon, je ne crois pas au matriarcat crétois non plus, donc je suis gênée pour dire quand il a disparu, parce que je n'y crois pas. Du point de vue de toutes ces influences réciproques entre toutes ces civilisations, vous avez présenté une carte du Moyen-Orient avec trois cercles. Oui, c'est 3 cas, entre autres. Hein. Des cercles du milieu à peu près identifiés comme le Kazakhstan ou l'Afghanistan. Oui, c'est les pays en stand, oui, c'est entre la Caspienne et l'Oxus, oui. Turkménistan, Azerbaïdjan. Ou un peu à l'est de la Caspienne. Oui, oui. Le sud de l'Europe centrale. Mais vous n'avez pas parlé de figurines aussi en féminine qui avait en Asie. Il y a en Ah oui, oui. Vous voulez dire en Chine occidentale? Non, non, en Russie. En Russie, ah oui, ben oui. Alors le phénomène les cultures d'Andronov en particulier, ils sont bien connus parce que ils sont venus en Asie centrale, en détruisant d'ailleurs la culture urbaine. Ils ne sont pas très figurines. Enfin, il y en a, mais au 3e, 2e millénaire, pas que je sache, et au 1er millénaire, très peu. Je veux dire, c'est pas il y a sans doute des exceptions, mais c'est pas. C'est antérieur au 3e millénaire. La culture d'Andronovo, c'est 1500 avant 1500, 1200. Ah oui, ouais, oui, là, très bien. Je ne vois pas de petites mains. Il y a des mains qui se lèvent ou est-ce qu'il y a participants ici dans la salle d'autres questions? Toujours maintenant un jeu d'arriver à passer de l'un à l'autre. Hop, hop, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. J'ai voulu. Non, mais là, je pense que c'est que. Oui, c'est à repartager. Comment on ferait? Voilà, on peut peut-être le couper. Voilà, non, on ne va pas mettre la main à la réunion comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions, aussi bien sur à distance, en distanciel qu'en présentiel, selon le vocabulaire que nous avons appris à développer? La femme a surtout un rôle de reproduction. On ne voit pas des figurines, des métiers, des choses comme ça. Je ne sais pas. Alors, une remarque qui dit qu'il y a surtout des femmes en fonction de reproduction qui sont représentées. Voilà, Annie. Oui, enfin, de reproduction, en tout cas sexuelle. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font avec? Ça, les Phéniciennes, c'est en fait presque les plus tardives. Hein. Celles du 3e, 2e millénaire, elles sont voluptueuses. On montre bien le sexe. Ça me fait penser à la littérature mésopotamienne ou héritique où ils y vont carrément. Ils n'ont pas peur des mots. Hein. Et là, je crois qu'ils avaient l'air d'être hantés par l'impuissance.
C'est compris. C'est un petit panorama. Merci à vous. Bon, donc, merci beaucoup, Annie. C'était absolument passionnant. Nous n'avons traditionnellement pas de réunion au mois de février. Donc, nous nous retrouvons au mois de mars. Si vous me demandez de chiffres, quelle est la pardon, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus exactement le sujet, mais de toute façon, vous savez un peu le programme. Je peux retrouver ça éventuellement. Et puis, est-ce que c'est au mois de mars, je crois qu'on aura l'Assemblée générale. Donc, la prochaine réunion, mais vous recevrez effectivement, d'abord vous l'avez reçu, mais je vais essayer de vous le retrouver tout de suite et de vous dire. Après mon papier, Oui. l'Assemblée générale sur le mois d'avril. C'est le 10 mars et c'est Carole. C'est moi, oui, oui. Voilà, qui parlera de portrait de femme à Ougarit, donc Carole Rocholet, et on aura en même temps, enfin à la suite, l'Assemblée générale. C'était marqué le 7 avril sur les papiers.